Bonjour et merci d'écouter ce premier épisode. Ça fait plusieurs années que je souhaite rassembler les témoignages de personnes qui vivent avec des troubles de l'anxiété. Dans cet épisode, je discute avec Stéphanie, qui est un concentré d'enthousiasme. Elle est très enjouée et positive. Et quand on passe un moment avec elle, c'est difficile d'imaginer qu'elle puisse être tourmentée par ses angoisses. Et pourtant, au cours de notre discussion, Stéphanie nous explique la nature de son anxiété et sa façon de la gérer au quotidien. Attention, aucun de nous deux n'est médecin ou professionnel de santé, nous sommes juste deux personnes atteintes de troubles de l'anxiété. Les solutions existent, elles sont propres à chacun ou chacune. Votre médecin ou psychothérapeute vous aideront à les identifier. Par ailleurs, dans cet échange, il est fait mention de l'usage de cannabis et ce n'est pas une solution. Si vous rencontrez des difficultés, des actions utiles se trouvent dans la description. J'espère que cet épisode vous plaira et j'attends vos commentaires avec impatience. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci de venir dans ce podcast. Ça me fait très plaisir de t'avoir ici et de discuter avec toi d'anxiété. Est-ce que tu accepterais de te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans. Je vis à Berlin depuis 3 mois maintenant. Je suis poète, presque prof de yoga. Et comme beaucoup de Français à Berlin, je travaille dans la tech. Et je souffre de dépression depuis que je suis toute petite, de crise d'angoisse, d'anxiété. Et, euh, et je vis très bien avec. Et donc j'espère que ça pourra aider d'autres gens. On est tous les deux atteints de troubles de l'anxiété. Comment est-ce que ça se manifeste chez toi? C'est un état d'enfermement dans lequel je me trouve. C'est comme si tout d'un coup j'étais dans une toute petite boîte en verre fumé, où l'extérieur existe, mais je ne le vois pas tellement. Et j'étouffe dans cette petite boîte. Mais sauf que le fait de sortir de cette petite boîte, c'est encore plus angoissant que d'y rester et d'étouffer dans cette petite boîte. Donc c'est autant un mélange de claustrophobie que de peur de l'extérieur que de sortir de cette petite boîte. Et c'est tout le travail de se dire comment déjà je fais en sorte que cette petite boîte euh, ne soit plus faite de verre flouté, que je puisse voir l'extérieur et puis de me rendre compte après que l'extérieur est pas si terrible. Mais donc voilà, je me trouve dans un endroit où je me sens pas bien, mais je peux pas en sortir parce que l'extérieur de cette boîte semble pire et, euh, et donc j'attends en souffrant. Et, euh, et ce qui est terrible, c'est que je pense que ce qui m'angoisse le plus dans ces moments-là, c'est autant d'être enfermée dans cette boîte que autant de ne pas pouvoir en sortir, mais de savoir qu'il y a plus de, il y a plus de, pardon pour l'anglicisme, il y a plus de safe space. Et quel que soit mon choix, je souffrirai. Sortir me fait souffrir, rester me fait souffrir et m'étouffe. Donc voilà, c'est ça pour moi l'anxiété. Après, il y a d'autres, il y a des facteurs qui font que je m'enferme dans cette boîte, dont on peut Mhm. parler si tu veux. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que je décrirais moi mon état d'anxiété. Puis bon, je pleure. Ouais. Et puis comme je suis dans une boîte, comme je disais, j'ai du mal à respirer. Et, euh, et ouais, c'est comme ça que je pense que j'ai pu le mieux le décrire quand tu m'as demandé il y a quelques semaines d'y réfléchir. Mhm. Et ça m'a fait vachement du bien d'y réfléchir. Ouais. Parce que je pense que je m'étais jamais dit, ah tiens, qu'est-ce que ça me fait physiquement aussi. Et comment je devrais faire pour l'expliquer. Parce que bah, je l'explique rarement. Oui, on a tous cette histoire de peut-être de cœur qui se met à battre plus fort, et puis le fait de ne pas pouvoir respirer, de suer, d'angoisser. Et je me disais, ok,
si tu devais le dessiner, ben voilà, ce serait la petite boîte. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments en particulier dans lesquels tu te retrouves dans cette petite boîte? Euh, j'ai pas fait des crises d'anxiété toute ma vie. Je me souviens des premières fois. Mhm. Et, euh, j'ai donc comme je le dis dans mon introduction, je suis aussi sujette à la dépression depuis toujours. Ce que dans ma famille, on appelle la mélancolie. Ah, Stéphanie, elle est toujours très mélancolique. Mhm. Et donc ça, je m'en souviens très bien. Et j'ai commencé à avoir c'est marrant ce que j'allais dire, des crises d'adolescence. J'ai commencé à avoir des crises de panique et à être vraiment anxieuse autour de mes 17 ans, au moment où je vivais en Australie. Et où tout d'un coup ma vie a changé, je me suis retrouvée dans un lycée, moi qui avais toujours eu un peu quand même une phobie scolaire, qui avait toujours voulu un peu m'enfuir de chez moi, qui avait toujours voulu vivre autre chose. Là, je vivais dans une famille que j'adorais, j'allais dans un lycée que j'adorais où je faisais du théâtre et de la guitare et de l'anglais et un tout petit peu de mathématiques. Et, euh, et où je faisais du baseball. Et où j'avais beaucoup d'amis, où vraiment, et où je me suis vraiment retrouvée dans une famille incroyable où le patriarcat existait à toute petite échelle, mais il y avait une égalité dans cette famille qui était incroyable, où les enfants avaient autant de droits que les parents, et où la guerre de genre n'existait pas. Et c'était... et moi, je parle de ça en 2001. Et c'était pour moi une sorte de révélation. Et c'est un été où je me suis retrouvée toute seule, quelques semaines toute seule. La famille chez qui j'étais était partie, mes amis étaient certainement sur des bateaux avec leur famille. Et je me suis retrouvée toute seule et là, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais des choses à perdre et qu'avant mes 17 ans, je suis pas tellement sûre d'avoir vécu franchement. Et quand je dis franchement, c'est réellement, c'est vraiment franchement, solidement. Et ces crises d'anxiété, ouais, ont commencé à arriver au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à perdre dans la vie. Et c'est là où, avec le temps maintenant, hein, je pense que à l'époque, je l'ai pas du tout formulé comme ça, mais c'est là où je me suis rendu compte que je faisais certainement. En tout cas, je retrace mes dépendances affectives et ma peur de l'abandon à ce moment-là qui s'est déclarée parce que, bah ouais, parce que j'avais des choses à perdre. Qui, dépendance et peur de l'abandon qui sont ancrées depuis toujours, mais qui sont vraiment exprimées à ce moment-là. Et c'est là où j'ai commencé un peu les addictions, où j'ai commencé à être addict aux gens, mais aussi addict, enfin addict toute proportion gardée. Mais c'est là où j'ai pris mes premières cuites, c'est là où j'ai commencé à boire de l'alcool, à fumer de la marijuana, à prendre de la drogue. Après, je suis jamais tombée dans des choses extrêmes, mais c'est là où j'ai découvert que je pouvais remplir ce vide par d'autres addictions. Est-ce que tu t'es tourné vers ces addictions pour éviter des situations où tu aurais, où tu te retrouverais dans cette petite boîte, où tu aurais tes crises d'angoisse? Alors non, parce que je le faisais aussi quand j'étais. C'était pas pour éviter, c'est plus que vraiment tout d'un coup, je me suis rendu compte que peut-être les 17 premières années de ma vie avaient été une sorte de. Ouais, alors pas de mensonge parce que j'avais que 17 ans, mais en même temps, non, on n'a pas que 17 ans, on peut aussi souffrir à 17 ans, c'est pas. Non, surtout souffrir à 17 ans. Mais je pense que je me suis rendu compte que il y avait autre chose que la vie que je menais et que j'avais perdu mon temps. Et je pense que j'ai voulu rattraper pas mal de choses rapidement. Et puis, cette découverte de cette angoisse, en effet, peut-être, je la dissimulais en fumant vraiment beaucoup de cannabis, qui est incroyablement facile à trouver en Australie quand on ne parle pas trop la langue et qu'on a 17 ans. Donc, D'accord. puis ça me détendait, Ouais. et c'est euh, et c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à avoir ces angoisses sociales, de me dire, mais si j'ai quelque chose à perdre, en fait, il faut que je sois, il faut que je sois assez bien tout le temps
pas trop ci ou pas trop ça pour être sûr de pas perdre les gens, vu que comme pour tout, c'était une addiction d'être avec des gens, mais sauf que j'avais peur qu'ils m'aiment plus, donc c'était compliqué. Toi, est-ce que tu as encore des crises d'angoisse qui sont, qui viennent de cette période où tu as commencé à en avoir? Est-ce que ça t'arrive encore? Ça m'arrive une fois par semaine, D'accord. encore. Alors une fois par semaine, c'est une moyenne, hein. Parfois, je vais en avoir deux, et puis pendant un mois, je vais rien avoir. Mais on va dire, si on lisse tous les chiffres sur l'année, je suis C'est à... très professionnel. Très professionnel. Je suis à environ une par semaine. La dernière, c'était lundi, et on est mercredi, chers auditeurs et auditrices. Donc c'était il y a 2 jours, et elle était... c'est terrible de dire ça sur ces crises de panique et ces crises d'angoisse, mais elle était assez intéressante parce que, donc moi, ça fait quoi? Ça fait 20 ans? Ouais, c'est ça, ça fait 20 ans. 21, non, que je fais des crises d'angoisse. Bien sûr, on en parlait un peu tout à l'heure avant l'enregistrement, je mettais pas ces mots-là dessus, je Mm. les ai mis plus tard, ces mots-là sur ce que je ressentais. Je les ai mis il y a quelques années, hein, ça fait longtemps que je ressens ça, mais ça, un peu comme toi, ça fait à peine une dizaine d'années que je me rends compte de ce que c'est vraiment. D'accord. Et celle-là, elle était assez franche parce que tout va bien, tout se passe. Et je pense que c'est important de savoir que si vous êtes au début du grand chemin, qui est aussi un chemin très intéressant, c'est un chemin sur lequel peu de gens peuvent aller, mais ça les empêche aussi de se connaître. Donc moi, pardon, je fais une petite aparté, mais je souffre parfois, beaucoup, d'anxiété, de dépression, mais par contre, je l'échangerai contre rien au monde. C'est mon anxiété et c'est ma dépression, et elle fait aussi partie de moi et de qui je suis et de pourquoi les gens m'aiment. Ce qui est très dur pour moi, déjà, de dire que les gens m'aiment. Donc ça, c'est un autre problème. Ce sera pour un autre podcast. Mais donc lundi, j'ai eu une crise alors que tout va bien. Tout va hyper bien au bureau. Tout va très très bien avec mes amis. Amicalement, tout va bien. Je rentre, donc on est à Berlin. Je rentre en France dans quelques semaines pour voir mes amis, ma famille. Sentimentalement, tout va bien aussi, si vous voulez savoir. Tout va bien. Et lundi, je me suis réveillée, mais en crise d'angoisse incroyable. J'ai dû appeler une de mes amies très proches pour en sortir, parce que tout allait bien. Et que la première chose que je me dis quand tout va bien, c'est, OK, quelle est la première chose qui va s'effondrer? Mm. Donc, je me disais, mais comment c'est possible, alors que tout va bien, que mon cerveau soit en train de scanner pour, OK, tout va bien, allez, vas-y, creuse pour voir un peu où est-ce que tu peux aller chercher l'anxiété, qui est un peu notre cerveau reptilien, je sais pas. Ouais. Et, euh, et j'ai vachement réfléchi en me disant, OK, en fait, ça fait des tas d'années que les choses ont pas été aussi bien. Et est-ce que je peux pas un peu en profiter? Donc j'ai laissé mon anxiété prendre le dessus en me disant, écoute, si tu dois être anxieuse et pleurer, vas-y. Et puis bah, j'ai continué ma journée en inspirant et en expirant, en me disant que oui, euh, tout ne serait pas toujours aussi bien que ces quelques mois, mais que en fait, je savais, j'avais les outils. Je pense que c'est ça maintenant, en fait. J'ai les outils pour m'en sortir, qui sont le yoga. Ouais. Euh, Aller me baigner dans l'eau très froide, Oui, à tu 3 tu degrés, m'as appris que tu t'es baigné alors qu'on est en novembre et qu'il bah fait ouais, un bon 3 degrés dehors. et qui neige. Et qu'il neige. Ouais. Et puis les médicaments qui me permettent de fonctionner normalement, entre guillemets, au quotidien, et qui ont souvent mauvaise presse, mais ça dépend encore une fois. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas du tout professionnelle, mais moi je sais que ça m'aide beaucoup. Mm. Ça t'a été diagnostiqué? Oui. Ouais. Et c'est des antidépresseurs, donc c'est pas pour l'anxiété. J'ai d'autres médicaments en cas d'angoisse, enfin en cas de crise,
que je prends très rarement, ou que je prends ouais, un quart, hein, donc vraiment c'est un quart par mois, je pense. Même certaines crises, je les laisse passer sans. Hmm. Mais les médicaments, ça me permet, comme le yoga, d'avoir un esprit. Enfin je vois un peu ça comme une bouteille d'orangina qu'on aurait secouée. Et en fait, les médicaments, ça me permet de voir toute cette pulpe redescendre pour que le liquide devienne un peu plus clair et que ben, je puisse voir les choses comme elles sont et pas uniquement à travers le prisme de ma dépression et de mon anxiété. Donc c'est un petit peu mes bouées de sauvetage et puis mes copains, quoi. Hmm. Mais vraiment mes copains et ma sœur et de me dire quand ça va pas, je sais que bah voilà quoi. Ce que j'avais pas avant. Parce que j'avais peur de les perdre si je disais que ça allait pas ou que j'étais pas toujours rigolote et de bonne humeur. C'est difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler, je sais pas, parce que je l'ai toujours fait avec beaucoup d'humour, Hmm. mais c'est difficile quand ça arrive. Je pense que ça a toujours été facile pour moi d'en parler, même au bureau. Par contre, les jours où là tu te dis en fait je peux pas, ça ne va pas du tout, là c'est difficile. Parce que tout d'un coup, c'est rigolo d'être déprimée et d'être une rigolote. Et de faire des blagues en disant oh bah hier bah, j'ai dormi une nuit en vomissant. Parce que j'étais tellement stressée. Et, euh, et comme tu le prends avec humour, les gens le prennent aussi avec humour et ça casse un peu le côté solennel de la Ouais, chose, quoi. l'humour fait passer ça de manière Ouais. plus... Mais le jour où passer la ça pilule un arrive, peu mieux, quoi. ouais. Ouais. Mais le jour où ça arrive, où tu dis en fait je peux pas venir ce matin parce que je fais une crise d'angoisse et que tu te stresses en disant mais en fait je vais peut-être perdre mon boulot, pardon. Hmm. Et quand à un moment t'es avec tes potes sur WhatsApp et tu te dis en fait je suis désolée là je peux pas venir ce soir parce que je suis pas bien. Là c'est là où tu commences un peu à écumer aussi les gens. Est-ce que rapidement après avoir commencé à faire des crises d'angoisse, tu as dit à tes amis la vérité sur ce soir je pourrais pas venir parce que je fais une crise d'angoisse? Est-ce que tu en parlais directement? Non, non, parce que je pense que je ne savais pas que c'était pour ça que je voulais pas y aller ou que je voulais pas sortir. Parce que bah, j'étais fatiguée. Parce que j'avais passé la journée au boulot à fonctionner. Et donc, qui dit fonctionner, dit à mettre une couche quand même de sociabilité assez épaisse, de faire de l'humour, de travailler, d'être performante. Parce qu'encore une fois, si je ne suis pas performante, drôle, sympa, très très belle, les gens ne vont pas m'aimer, donc je vais perdre mon travail, je vais perdre mes amis. Donc en fait, tout ça, c'est de l'énergie que beaucoup de gens ne mobilisent pas tous les jours en permanence. Ça, plus la vie, donc ça fait double énergie. Et je pense que le soir, j'étais crevée et que j'avais envie de pleurer tellement j'étais fatiguée et que je devais inventer une bêtise parce que je pensais que juste que j'avais la flemme. Oui. Et je m'en voulais d'être flemmarde et je m'en voulais d'être... Et puis en fait, le problème, c'est que comme je veux que tout le monde m'aime, je dis oui à 12 personnes. Et donc le soir arrive où je dois dire non à 12, non pas à 11, parce Oui. que tout compte fait, la 12e, je peux pas non plus. Par contre, il y a une semaine, j'étais d'accord pour tout caler. Parce que cette semaine-là, j'étais en forme et le soir. Et donc, depuis quelques années, même pas depuis quelques mois, et notamment pour des raisons beaucoup trop longues à expliquer, j'ai vécu 9 mois chez mes très 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 bons amis qui sont la famille où j'ai découvert que tu avais le droit de dire non à tout ce que tu voulais et aller te coucher à 17h si tu avais envie et que les gens continuaient à t'aimer. Et ça a été une sorte de révélation, d'où le fait que je pense que maintenant je peux vivre seule à Berlin sans problème, sans avoir ces angoisses aussi récurrentes que d'habitude, parce que je sais qu'on m'aime d'une façon inconditionnelle quelque part. Oui. Que c'est pas le fait que tu ne viennes pas un soir qui va faire qu'on t'aime moins. C'est Ouais. pas une jauge d'amitié, quoi. Et puis surtout, je me souviens, parce que on n'en a pas parlé, mais j'ai quand même fait une thérapie pendant plusieurs années. Euh, je me souviens de ma psy que j'adorais, Linda, qui disait mais écoutez Stéphanie, vous n'êtes pas le Christ. Et en fait, elle me disait vous n'avez pas besoin d'être autant dans le sacrifice et surtout, euh,
vous n'êtes pas le centre, en fait. Si vous venez pas à une soirée, les gens diront: «Ah, tu saoules» et puis après, ils iront à la soirée et oublieront que vous êtes pas là. Et ce côté, aussi, alors c'est pas égotique, mais c'est un peu, auto-centré parce que quand tu souffres, tu es auto-centré aussi. Tu as l'impression de dire: «Le monde va s'effondrer parce que je dis non à cette soirée» et les gens vont se dire sté ils vont se mettre autour d'une table en disant: «Stéphanie n'est pas venue à la soirée», mais alors que en fait, les gens pensent beaucoup moins à nous qu'on pense. Donc voilà, je sais Ouais. pas ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord avec ça. J'en suis venu à la même conclusion. Ce qui n'est pas vraiment une conclusion, c'est plus une pensée, mais de se dire, mais à un moment j'ai dit ça, moi aussi j'ai suivi une thérapie pendant plusieurs mois, quand je vivais encore à Paris. Et à, à mon thérapeute, j'ai fini par dire, mais en fait, je me dis, mais euh, presque quel narcissisme, Ouais, quel égocentrisme de se dire, euh, je suis tellement ridicule dans ce métro que tout le monde va se retourner pour me regarder et juger ma tenue, par exemple. Ce genre de choses. C'est pas une vraie pensée qui m'est venue. Je sais pas pourquoi j'ai non, inventé mais je celle-là alors vois, que oui. j'ai énormément d'exemples qui sont pour le coup réels. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, vraiment, mais tu vois très bien ce que je veux dire, parce que c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que on est tellement convaincu qu'on va décevoir les gens, même ceux qu'on ne connaît pas et qui ne ouais, nous connaissent pas, que on en vient à se voir au milieu, comme si on était le centre du monde, et de se dire en fait, là, si je fais ça, les gens vont me juger. Si... C'est pas pour rien que j'ai mis 6 ans, pardon, 6 ans à faire ce podcast. ouais, C'est aussi ouais. ça, parce que et le premier épisode met un temps fou parce que voilà, là on entend un peu tel bruit, là c'est pas parfait, là c'est il y a ce perfectionnisme aussi qui est si c'est pas parfait, les gens vont avoir quelque chose à redire dessus. Sauvage, 10 € la grosse dorade sauvage. On vous la fait en filet sans fond. On fait un ceviche de dorade. Oh là là, qu'est-ce que ça va être bon. Oh, on envoie du rêve, on envoie du rêve. Dominical en plus, c'est encore meilleur. Oh, on envoie du rêve. Oh bah madame était contente alors. Quand tu te mets en tête du coup que les gens ne font pas tant attention à toi que ça, est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça résout quelque chose en toi vis-à-vis de ces crises d'angoisse par exemple ou de ces angoisses tout court? Non, parce que, parce que je pense aussi que j'ai le syndrome du main character, donc du personnage principal. Ce qui fait que même si je sais que c'est pas le cas, quand je prends le métro, j'ai l'impression d'être dans un film où je me dis: «Je prends le métro». Quand j'étais jeune, j'adorais, Hélène et les garçons. Pas pour Hélène et les garçons, mais j'adorais parce que je pensais que c'était en direct. Je comprenais pas l'idée de j'étais très jeune, hein, j'avais pas 15 ans, hein, j'avais, 7 ans. Mhm. Je comprenais pas l'idée de montage. J'étais certaine que, c'était filmé en direct et que quand tu allumais la télé, tu prenais les moments, qui étaient en train de se passer. Ou comment ils changeaient d'habits, de vêtements, je ne sais pas. T'as inventé la télé-réalité en Ouais, fait. complètement, complètement. D'accord. Et en fait, donc quand j'étais petite, je me souviens d'être dans la voiture et de faire des mimiques parce que je me disais: «Ah, il y a peut-être quelqu'un là qui a allumé la télé et qui regarde ce que je suis en» j'ai inventé le Truman Show et la télé-réalité. Waouh. Mais je me dis et donc je pense que c'est resté un peu cette obsession des caméras, qui sont partout en permanence et qui regardent ma vie. Et tout ça pour, revenir à l'idée que non, j'ai toujours l'impression d'être observée en permanence et donc de devoir, me tenir bien ou mal. Par contre, j'apprends, bon, à gérer ça, me dire que c'est pas vrai, mais aussi, je suis dans une nouvelle phase depuis, quelques mois qui est vraiment et je sais que c'est comment on dit? Quand on utilise beaucoup quelque chose? C'est. Us usité? Je sais pas comment dire. C'est usité. Usité, ce serait pour plus des us et coutumes. Bah, alors non. Alors, je sais que le C'est mot a été, galvaudé. galvaudé. Je sais que le mot a été, usé jusqu'à la corde. Très bon. Mais j'apprends vachement à m'aimer et encore une fois, je sais que, ça peut paraître, un peu facile, mais je pense pas que je sois quelqu'un de mauvais ou de méchant.
Mais non, merci. Vraiment pas, pour le coup. Et pour le coup, alors qu'on en connaît des gens méchants. Ok, il y en a deux, trois. Ouais. Mais c'est ceux qui écoutent le podcast. Non, surtout pas. Mais sont les mêmes. Non, non, mais et en fait, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me dire que je suis la personne la plus importante, mais pas au niveau, encore une fois, de l'égocentrisme, plus me dire si quelque chose ne va pas, quelque chose ne me va pas, si quelque chose. Si j'ai choisi, en grandissant, je pense que je me suis construit en étant quelqu'un de gentil, en étant quelqu'un de bienveillant, de rigolo et avec qui, c'est très dur à dire pour moi, hein, avec qui je pense que peut-être les gens ont peut-être parfois envie de passer un peu de temps. De ouf. Tu vois, c'est pas facile. Ouais, ouais, je comprends. Et donc je me dis, mais peut-être que certains. Donc quand je fais un choix, il est peut-être pas très mauvais. Ou quand je me sens pas bien, c'est peut-être que j'ai pas tort. Et pouvoir écouter cette personne qui est moi et me dire, en fait, je suis la personne la plus importante, je suis plus importante moi que ma famille. Et en fait, c'est pas grave. Moi, je suis plus importante que mes amis. Mais ça veut pas dire que je suis égoïste. Ça veut juste dire que il y a personne d'autre que moi qui peut prendre soin de moi au jour le jour. J'ai aussi appris à vachement demander de l'aide, ce qui est nouveau pour moi. Et en fait, cette aide, je l'ai en permanence, mais comme je l'offre aux autres, en fait. Et, euh, et donc, essayer d'aimer cette personne que je regarde d'extérieur, qui est moi, et ben ça me fait quand même vachement du bien et ça m'empêche d'être trop méchante avec moi-même. Comme quand, par exemple, je suis mal habillée dans le métro. Ça arrive, ça? Non, jamais. Non, évidemment. Non, ça m'arrive jamais. Ça. Bien sûr que non. Mais par contre, tu vois, je peux être stressée pour faire une présentation au bureau que j'ai préparée pendant... aujourd'hui, j'avais une préparation au bureau qui devait prendre une demi-heure et puis en fait, je l'avais tellement bien préparée qu'elle n'a pris que 15 minutes. Et, mais en fait, j'étais hyper stressée avant, alors que j'ai tout préparé, alors que c'est mon équipe, alors que... Et à un moment, je me suis dit, mais d'extérieur, qu'est-ce qui pourrait déjà, un, arriver, et deux, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Bah, rien du tout. Et j'ai un peu arrêté de compter ou de penser que tout était de la chance. Et ça, c'est nouveau pour moi, de me dire, j'ai tellement de chance, c'est pas possible que ça m'arrive. Et en fait, non, c'est parce que je bosse, parce que j'adore nourrir mes relations amicales, j'adore nourrir mes relations amoureuses, j'adore nourrir mes relations, donc au travail aussi. Donc, c'est pas que de la chance, c'est beaucoup d'énergie, mais ça y est, je sais la mettre là où il faut. Ouais. Et surtout, ne pas la donner à tout le monde, en fait, en permanence. Mm. Il y a plein de gens qui méritent pas mon énergie et ça fait du bien de le dire, même si encore une fois, c'est assez galvaudé de parler d'énergie, de parler où est-ce que je mets mon énergie, mais c'est peut-être tu l'apprends à 30 ans, 38. Mais voilà, Ouais, 30 ans aussi. Il y a plusieurs âges. on a plusieurs âges dans la vie. Ouais. Mais toi, C'est- t'arrives à ce truc d'énergie? T'arrives à Je ne pas être choisis un mes people batailles. pleaser? Voilà, exactement. J'arrête pas de dire aux gens, pick your battles. Ouais, c'est ça. Je choisis mes batailles en me Ouais. disant... En fait, il y a eu plusieurs phases. Maintenant que je sais que je peux tout faire, genre je peux aller à cette soirée et le lendemain aller travailler et re-aller à une soirée et avoir une vie sociale entre guillemets normale, ça n'existe pas une vie sociale Oui. normale, chacun a celle qui lui correspond, Normal pour toi, quoi. j'espère. Mais c'est ça en fait, c'est je choisis mes batailles en me disant mais là, est-ce que j'y vais parce que je veux me prouver que je suis capable d'y aller ou est-ce que j'y vais parce que ça a un vrai intérêt Ouais. ou pour faire plaisir à quelqu'un qui m'est cher ou parce que voilà, ce sera important pour cette personne. Je réfléchis, ce qui fait que je passe à peu près autant de temps à me décider à aller à une soirée qu'avant, mais au moins je sais que quand j'y vais pas, c'est pour une bonne raison, quand Ouais. j'y vais, c'est pour une bonne raison. Et j'essaye pas d'être partout à la fois. Ça a été le cas avant, et en fait, non, on ne peut pas faire ça. Enfin, en tout cas, quelqu'un d'anxieux ne peut pas faire ça, je pense. Euh, c'est délétère si on commence à essayer de tout faire sans, en ayant pour seul but de plaire aux gens. Et moi, people pleaser, je l'ai plus du tout. Je pense que, enfin, non, c'est pas vrai. C'est pas que je l'ai plus du tout, c'est que je l'ai beaucoup moins. Mhm. Je me fous complètement d'être euh, d'être quelqu'un à suivre ou
ou d'être aux endroits où les gens vont quand ils sont cool. Mhm. Et pourtant, je vis à Berlin. Mais non, mais Et je pense aussi il y a plusieurs vies berlinoises, hein. ah bah ça oui, hein. Et moi, je veux te dire, Ah bah. j'ai pas la plus cliché des vies berlinoises, hein. Moi, j'y suis plus pour les parcs que pour les clubs. Mais ouais, Oh. ouais. Même si j'aime bien les clubs quand Ça, c'est pas mal pour un slogan pour la même. ville de Berlin. Ouais, ouais, pour les pantouflards à Berlin, ouais, c'est pas mal. Ouais. J'y réfléchirai pour un autre podcast, peut-être. Maintenant que je suis lancé. Non, mais toujours est-il que tu parlais de people pleaser. Je pense que c'est vraiment. Donc, people pleaser, on va peut-être le traduire. De quelqu'un qui veut à tout prix plaire aux gens, Ouais, qui va peut-être tout faire pour plaire aux gens. ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup avec le fait d'être anxieux. C'est qu'on va souvent essayer d'anticiper les pensées des gens, Les désirs. les désirs. Et ce qui fait qu'on peut être extrêmement attentionné, mais parfois à un niveau qui va trop loin et qui peut presque déranger certaines personnes. Mais je pense que... euh, alors, j'ai checké, il n'y a pas de terme français pour People people pleaser. pleaser, c'est quelqu'un qui aime plaire aux gens. Ouais, Mais je pense que c'est peut-être... ça en devient une obsession. ça devient une obsession dans tout. Ouais. C'est-à-dire, Au tu vas bureau. cuisiner pour des amis, il faut que ça soit vraiment nickel, il faut que tu Je me penses à tout. fatigue moi-même en y pensant. Voilà, je vais essayer de pas trop donner d'exemples alors, parce que plus on donne d'exemples, plus on est là genre, ah, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Enfin, Non, mais ce truc, je pense que tu as raison, ce truc de... Quand je faisais des fêtes, quand je faisais des fêtes à Paris, quand j'étais en couple, le fait que j'étais seule à gérer. Après, il faut dire aussi que, en tout cas, moi, je suis une jeune fille blanche privilégiée mhm, qui vivait à Paris. Mon anxiété, elle est avant tout néo-capitaliste. mhm. Quand on regarde sur le papier, j'ai pas de raison de faire des anxiétés, enfin d'être anxieuse. Mais ça n'empêche que je le suis. Mais c'est, mais c'est important, je pense, parce qu'il y a aussi une sorte de culpabilité qu'on n'a pas, Ouais, je comprends. dont j'ai. Et cette culpabilité, elle rentre aussi quand tu es une fille, parce que quand tu es une fille qui vit, pardon, dans un moule hétéro normé, je sais pas. Et où, comme bah, voilà, quand je faisais une soirée, moi je ne m'amusais jamais. Je passais mon temps à regarder s'il y avait assez de chips, si tout le monde avait des pizzas, si quelqu'un avait faim, je faisais une omelette à 4 heures du matin, alors que mes partenaires s'amusaient et vivaient leur vie. Sauf que moi je ne peux pas. Enfin, je sais pas si c'est être people pleaser ou si c'est juste être bouffé par le patriarcat, mais C'était chez toi? c'était chez moi, oui. Pardon, Ouais. oui, quand c'est chez moi. Ça fait toute la différence, je trouve. Ah bah oui, mais même chez les autres, je vais aller aider, je dirais, et puis j'ai envie que, je sais pas. Mais la dernière, j'ai vu attention, source, j'ai vu sur Instagram un mec qui est médecin et qui racontait que quand t'étais malade, bon, t'en feras ce que tu veux de ce passage. Euh, En fait, quand t'es malade, le genre s'applique parce qu'il y a beaucoup plus de femmes malades seules que d'hommes malades seuls parce que les femmes restent. Mhm. Ah oui, c'est le docteur Beaulieu, non? Ouais. Ouais, Et j'adore que ce quand mec-là. quand t'es un homme, ta femme reste pour t'aider. Quand t'es une femme, ton mec se tire quand t'es malade. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé aussi, hein, pour d'autres raisons, mais le moment où j'ai fait un burn-out et le moment où j'ai vraiment commencé à dire, mais en fait, je suis vraiment malade, je suis déprimée, je fais des crises d'angoisse, mon mec a pas tenu. Ouais. Et il m'a dit un soir, en fait, je t'entends pleurer la journée, mais j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a fait arrêter d'être un people pleaser, Mhm. notamment dans le couple et les relations. Ce que j'apprends, et ce qui est assez libérateur, de me rendre compte que l'histoire que je vis en ce moment, qui est tout à fait légère, mais importante quand même, elle, elle me permet de dire non quand je veux et Mhm. d'arrêter de tout quand j'ai envie de tout arrêter. Pas de façon égoïste, mais tout simplement de dire, bah, en fait, là, je suis fatiguée, donc
On peut pas se sextoter. Euh, et en fait, tout d'un coup, c'est agréable aussi de plus... Parce qu'il y a l'anxiété au travail, il y a l'anxiété dans la famille, mais il y a aussi l'anxiété dans le couple. Et qui est multipliée de mon côté par 1000 parce que ben, tu veux surtout pas perdre la personne que tu crois aimer ou que tu aimes, ou en tout cas dont tu es dépendant. T'en souffres un peu, il faut trouver quelqu'un qui est OK aussi pour être OK que tu sois anxieux, quoi. Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que Un podcast à soi. c'est un podcast à soi. Ou non, ou alors c'est un épisode ou plusieurs épisodes. Moi, je sais que c'est un sujet, enfin, ça a été un sujet au début euh, avec ma partenaire actuelle. Euh, En fait, j'ai mis les choses à plat tout de suite. Ouais, ça c'est super ça. En disant, mais j'ai eu la chance aussi de la rencontrer après m'être rendu compte que j'avais faisais Ouais, enfin, que j'avais des troubles de l'anxiété, d'avoir pu mettre des mots dessus, d'avoir ouais. pu mettre en place des choses qui me permettaient de me sentir mieux. Euh, J'étais déjà dans cette dynamique de changement. J'avais changé de ville. J'ai Ouais. déménagé de Paris à Berlin. Parce que Berlin, je me sens beaucoup moins oppressé dans cette Ouais, ville c'est fou, hein. qu'à Paris. Euh, Pourtant, Paris est tellement plus belle. Mais Je sais pas. ouais, je sais pas pourquoi. On Enfin, si respire. j'ai des idées de pourquoi, mais on va pas Ouais, trop ouais. Mais moi aussi j'ai s'étendre des dessus. idées de pourquoi, mais on va pas non plus se... Ouais, ouais. Toi aussi, t'as des idées? Ah, ok, d'accord. Non, mais donc pour revenir à ça sur le couple, j'ai eu la chance en fait de d'avoir ça, enfin d'avoir déjà fait un travail sur moi-même avant de rencontrer ma partenaire Oui, de actuelle. pas le découvrir en pleine relation, en début de relation, quoi. Exactement. Ou après des années de Ouais, relation. Parce que c'est ça qui est dur aussi, je pense, pour des personnes, en l'occurrence, moi quand j'ai découvert ça, j'étais en couple depuis plusieurs années. J'étais plus jeune, donc j'avais 26 ans, comme je disais plus tôt. Euh, c'est dur quand même pour la personne ouais, qui a été habituée à nous avant qu'on ait des troubles d'anxiété. Et puis, presque du jour au lendemain, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais pour de l'extérieur, ça paraît être comme du jour au lendemain. La personne devient un peu déprimée et puis va faire moins de choses, va refuser plus de sorties, plus de... C'est super compliqué, je pense, d'un point de vue vie sociale, d'un point de vue équilibre dans le couple, à partir du moment où il y a des épreuves sur les côtés qui arrivent, c'est très compliqué, je pense, à gérer. Donc, euh, en revanche, quand le couple démarre une fois que la personne anxieuse a déjà fait ce travail, alors je ne veux pas faire de généralité parce que je vais juste parler de mon cas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit tout de suite, en fait, je veux pas que tu t'empêches, toi, hmm, de vivre ta vie comme tu la vis habituellement, ouais, juste parce que moi, je me sens pas de sortir un ouais, soir. Euh, Si c'est possible, si tu y arrives, essaie de pas trop juger ça chez hmm, moi. Si tu veux, tu peux quand même me proposer à chaque fois que tu sors de ouais, sortir. Parce que moi, ça me donne quand même une certaine échelle de ce que c'est qu'une vie sociale, entre guillemets, normale. ouais, Sa vie sociale à elle est très active. ouais. Elle voit pas mal le monde. Elle adore faire des expos, aller au ciné. Pas mal d'endroits et de situations qui, moi, chez moi, occasionnaient des crises d'angoisse. Ben, le fait de rendre ça transparent et de lui en parler et de lui dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est en sortir. Mais ça va pas se faire tout seul, il faut que je le travaille. Donc il y a peut-être des moments où je serai un peu chelou, il y a peut-être des moments où tu me verras me lever au milieu d'une séance de ciné parce que je supporte pas en fait d'être au milieu d'une rangée Hmm. avec des gens à ma gauche, des gens à ma droite. J'ai peur de déranger si je dois sortir pour telle ou telle chose. Voilà, je pense que tu comprends ça. Je pense que les personnes qui nous écoutent, si vous êtes anxieuse, anxieux, vous comprenez probablement ça. Le fait de dire je ne veux pas que tu te limites et je ne veux pas que tu m'accompagnes dans mon anxiété, ça m'a permis d'en résoudre Ouais, 70% en fait. C'est énorme, déjà parce que c'est une stat que je sors de mon chapeau, ouais. mais aussi parce que je pense que c'est l'impression que ça m'a donné en tout cas dans ma vie. Je fais tellement plus de choses depuis 2 ans, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je fais tellement plus de choses, je suis tellement plus sûr de moi. Parce que tu as la euh, possibilité de dire non? Parce que j'ai la possibilité de dire non, parce que je sais que je ne suis pas jugé Ouais,
Et aussi parce que j'ai quelqu'un qui qui ne me regarde pas de haut Mm. parce qu'elle fait plus de choses que moi, ou parce que je dis pas que ça a été le cas dans ma vie, hein, Oui, mais oui, c'est je juste comprends. que c'est une des craintes qu'on peut avoir quand on est anxieux, c'est de se dire la personne nous juge quand même. On a peur du jugement des autres. Là, c'est pas le cas. En tout cas, pas à haute voix, ce qui est pas Mm. mal, tu vois. Je pense que peut-être qu'elle s'est dit parfois, bon là, il abuse, il a rien foutu de la journée, il veut pas sortir, qu'est-ce que c'est que ce... Bon, ça arrive peu parce que je travaille, mais... Ou que tu fais des podcasts. ou que je fais des podcasts, ou que je fais les deux dans la même journée, imaginez. Incroyable. Mais non, vraiment, le fait d'en parler et le fait de demander à l'autre de ne pas s'adapter, parce que je pense que c'est aussi, elle est très empathique, donc Ouais, ce serait probablement un réflexe pour elle de dire, bah non, mais t'inquiète, on sort pas ce soir, ouais, je c'est pas vois. grave, je vais rester avec toi et puis on va regarder un film. Sauf que après avoir regardé 12 films dans une semaine, Mm. peut-être que c'est bon de se rendre compte que non, continuez à vivre votre vie normale, votre vie. Si vous êtes le partenaire ou la partenaire de quelqu'un d'anxieux, ne vous adaptez pas à ces anxiétés, essayez simplement de les comprendre, je Ouais. pense, et soyez à l'écoute autant que possible, euh, mais, euh, mais ne vous empêchez pas de vivre. Non, et c'est important aussi ce que tu disais, c'est que en tant qu'anxieuse, euh, j'ai besoin de mes temps calmes. Et je pense que là, si je suis heureuse de vivre seule, ce qui ne m'est pas arrivé depuis... Là, ça fait 3 mois que je vis à Berlin toute seule et j'ai pas vécu seule depuis 2006. Donc ça fait quand même 20 ans. Ouais. 20 ans que je ne vivais pas seule presque. Bah, 18 quoi. 17, ouais. 18, disons. Et Enfin, tu sais mieux que moi. par là quoi. Ouais. Et je trouve ça fou parce que je découvre à quel point j'ai besoin d'être seule et comment je l'ai jamais formulé en fait dans mes couples. Parce que pour moi, dire à quelqu'un, non mais en fait, là, j'ai pas envie de te voir, j'ai envie d'être toute seule, mais c'est pas que j'ai pas envie de te voir toi, c'est que j'ai envie de voir personne. Pas parce que j'aime pas les gens, mais c'est parce que j'ai envie de me voir moi. Ça, ça avait un goût de rupture ou de quelque chose qui allait pas. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de ça dans toutes mes relations, où j'ai toujours été très fusionnelle, même quand ça durait très longtemps. Et en fait, on s'épuise. Et il y avait un épuisement parce que bah, moi, je pensais, je voulais faire plaisir à l'autre, donc j'étais là tout le temps. Et comme je donne beaucoup aux gens, il y a une sorte d'addiction des gens en couple sur moi aussi, où Mm. ils ont envie d'être avec moi tout le temps, parce que sans le faire exprès, je fais tout. Et je fais tout pour eux, je me mets à aimer les choses qu'ils aiment, je me mets à aimer, parce qu'en fait, je suis trop anxieuse de dire ce que j'aime, j'ai peur d'être jugée. Et, euh, et en fait, le jour, c'est intéressant ce que tu disais sur, parfois, ça arrive du jour au lendemain, on change. Et moi, ça m'est arrivé, je pense, de changer du jour au lendemain. Mais sauf que je pense pas avoir changé, je pense juste que je suis devenue moi-même, en fait, au bout de 5 ans, 6 ans peut-être. Et en fait, ça a pas tellement plu qui j'étais. Ouais, parce que tout d'un coup, je disais, mais en fait, je suis crevée, non? Et en fait, alors je dis pas que j'ai menti parce que c'est pas du tout, je me mets pas. Je ne m'en veux pas, c'est très important. Et puis deux, je pense pas que c'était conscient. Mais je me mentais à moi-même en me disant, oui, j'adore regarder le Canal Football Club le dimanche soir. Mais non, en fait. Et oui, j'ai trop envie d'ouvrir un restaurant. J'étais avec un chef, vraiment, c'est pour ça que mais en fait, non. Et, euh, et voilà, je sais. En fait, c'est plutôt ce que tu as dit que je trouvais très intéressant sur du jour au lendemain, on change. Mais en tout cas, moi, de mon côté, c'est pas que j'ai changé, c'est que, en fait, à un moment, t'es fatigué de pas être toi-même. Et, et la meilleure chose qui a pu m'arriver en tant que anxieuse, c'est de vivre seule avec un chien. Mais quand même de vivre seule. Ouais. Et, et encore une fois, j'ai plein de copains, notamment à Berlin. Je pense que j'ai jamais eu une vie sociale alors, je dis pas que je fais plein de choses, mais je pense que tout ce que je fais, j'adore. Et, et donc, elle est très riche, plus que remplie.
Et en fait, moi, je veux aller me baigner avec mes copines, faire des podcasts avec des copains et rentrer seule à la maison et dormir. Ouais. Et, et ça m'a enlevé aussi une grande part d'anxiété de ne pas avoir à répondre. Et tant que j'aurais pas trouvé un ou une partenaire qui peut répondre un peu à mes envies d'indépendance et de liberté et de confiance, dans Que la chair est triste d'Ovidie, on vérifiera la fin du bouquin est hyper émouvante parce qu'elle parle de ce qu'elle voudrait dans un couple. Et c'est ça, c'est juste en fait que chacun soit libre et indépendant, mais qu'il y ait une confiance telle que il n'y ait plus d'angoisse en fait. Ouais. Et moi j'ai ça avec mes amis, Mm. je commence à avoir ça au travail, mais je trouve qu'avoir ça en tant qu'anxieuse dans un couple, c'est très dur. Mais j'y travaille. Allez, 8 euros la dorade, les 2 pour 15. Allez, mesdames. Allez, un petit quart d'heure de folie dans la dorade. Allez. Est-ce que tu as des techniques en fait au quotidien pour t'accommoder de ton anxiété ou pour la combattre? La respiration. Comment tu fais? Oh bah tu sais, c'est des respirations en carré. Ouais. Je fais. Donc je respire. Je fais 6 secondes. Je m'arrête 6 secondes. J'expire 6 secondes. Mhm. J'inspire 6 secondes. Je garde, je bloque 6 Tu secondes. fais de l'apnée en 6 secondes? Hop, Ah, ok. et je repars. Donc respiration. j'appelle ça le carré parce Ouais. que c'est... Ouais. Et ça m'aide vachement parce que ça me permet de, de rendre mon esprit un peu plus transparent. Mhm. Et puis, il y a quelque chose. Excuse-moi, je veux juste t'interrompre là sur la respiration au carré. Je voudrais juste préciser pour les gens qui ne connaissent pas, si Ah oui, jamais vous vas-y, oui. écoutez, euh, Ça s'appelle pas la cardio... la cohérence C'est cardiaque. ça, pardon. Alors la cohérence cardiaque ou la respiration au carré, c'est effectivement les deux termes. Il y a différents types, différents exercices de respiration que vous pouvez faire. Avant de les faire et avant d'y être initié par mon propre thérapeute, moi je pensais que la respiration c'était juste oui, bon, bah, il faut que tu te calmes. Et puis voilà, en voyant de l'extérieur et en ayant un terrain plutôt pragmatique, Ouais. cartésien, on se demande vraiment comment est-ce que la respiration peut faire l'effet presque Mhm. d'un anxiolytique. Mhm. En fait, c'est quelque chose de tout à fait physiologique qui se passe. C'est que le fait de réguler son rythme cardiaque avec la respiration va, comment dire, réguler le taux de cortisol donc le cortisol, c'est une hormone qui, je sais même pas comment le dire, qui est sécrétée par le corps pour se mettre en état D'alerte. d'alerte pour répondre à un danger ou à un stress ou à une situation de panique, etc. Ça peut être très bon. Ça peut être très très bon, c'est évidemment. Il faut surtout pas qu'on s'enlève complètement au niveau de cortisol, mais c'est pour le réguler. Et ces exercices de respiration, pardon, permettent de réguler ce niveau de cortisol et donc d'avoir un petit peu plus de sérénité. On le ressent dans son corps, on ressent ses muscles qui se relâchent un peu. C'est pas quelque chose qui marche dès le premier essai, Non. mais ça vaut vraiment le coup de le faire régulièrement. Moi, je le fais aussi, et donc je pense que c'est un très bon exercice. Bah, moi, je l'ai appris au yoga. Et après, il y a d'autres... Et en parlant de la boîte tout à l'heure dont je parlais, le cube de verre dans lequel je suis enfermée, cet été, mais aussi au yoga, ça fait pas longtemps que je fais du yoga, ça fait que 1 an, mais j'ai comme tout, hein, j'ai une addiction. Je suis addict au yoga. Et, et en fait, c'est au yoga que je me suis rendu compte que je ne savais pas respirer et que depuis toute ma vie, j'étais en apnée. Et que donc je parle, je mange ou je respire. Enfin bon, je respire pas, je parle, je mange, je travaille. Et à un moment, j'ai plus d'air et je fais... Et je peux recommencer. Et tout le monde me dit toujours, mais au bureau, il me disait, mais Steph, pourquoi tu soupires autant? Et je disais, mais je ne soupire pas. Et en fait, je respire comme ça. Donc je travaille, hop, je suis en apnée. Et là, tout d'un coup,
Et je recommence. Et en fait, ça faisait des années, depuis toujours, que je ne respirais pas. Je ne sais pas respirer. Et cet été, on m'a appris un peu à respirer. Et plus le yoga, en mettant sa main sur mon ventre, en disant, en fait, tu pousses et tu descends. Oui. Et c'est terrible parce que j'ai dû attendre d'avoir 38 ans pour apprendre à respirer et me dire... et qui fait aussi partie de l'anxiété, de ne pas prendre le temps même pour ça, en fait. Bien sûr. Et encore une fois, je suis d'accord avec toi. Quand moi, on me disait ah, respire, je me disais, ah, mais enfin, je suis en pleine crise d'angoisse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton carré? Si tu m'emmerdes avec ton Ton respire. carré, là, ouais. Ouais. Ton respire, respire. Mais la respiration, c'est très important. Et deuxième petite chose, quand j'étais avec mes amis là pendant 9 mois, mon chat est mort. C'est vraiment pas une année facile. Et, j'étais un peu pas très bien pour différentes raisons aussi. Et mon ami m'a pris dans ses bras et il m'a serré très 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 fort. Et il m'a dit, garde ça en mémoire, garde ce câlin hyper fort en mémoire, et comme ça, quand t'es loin et que ça va pas, tu pourras en ressentir encore les trucs physiques. Et j'ai ces petites clés mentales, et j'en ai une autre que je peux pas vous dire parce qu'elle est beaucoup trop romantique. Mais j'ai ces petites clés mentales qui font que... et surtout celle-là, je me souviens exactement où on est dans les escaliers et ça va pas. Et il me dit, bah, tu prends ça comme outil. Parce que celui qui est romantique, après tout, n'est pas très intéressant par rapport à celui-là qui est vraiment très fort pour moi. Et quand j'y pense, corporellement, j'ai la sensation du truc très fort et de dire, mais en fait, ça, c'est à toi. Et donc, t'es jamais seul, en fait, parce que je te donne ça. Je te donne le cadeau de ce câlin fraternel qui fait que... eh ben, que voilà. Mais il faut... En fait, je pense qu'il faut se créer ses propres outils. Ouais. Et encore une fois, c'est facile pour moi parce que quand vraiment ça allait pas, j'ai pu vivre 9 mois chez mes amis. Donc, et Bien sûr. j'ai des amis qui comprennent ce que c'est. Je me suis retrouvée entre une vie où mon anxiété était cachée à une vie où elle était, alors, non pas valorisée, mais en tout cas, elle était... Accepter. C'est même pas acceptée, elle faisait partie de moi et c'est ce Mhm. qu'ils aiment chez moi aussi. Mhm. Et, et c'est nouveau pour moi de savoir que, autant sentimentalement qu'amicalement qu'au boulot, les gens acceptent mon anxiété comme si j'avais une autre maladie chronique, en fait. Ah bah, Steph, elle fait une crise d'angoisse, comme ah bah, Valérie fait une crise de diabète. Sauf que, ouais, je sais pas comment dire. Non, mais je Je suis comprends. pas là pour Je dire comprends très quelle bien. maladie est... Non, non, Enfin, on hiérarchise pas les non, maladies. c'est ça, non, mais tu vois ce que je Mais veux je dire. comprends très bien ce que tu veux dire. C'est dans l'imaginaire commun, les maladies mentales ou les affections mentales. Ouais. Je sais pas vraiment d'ailleurs comment on désigne ce qu'est les troubles de l'anxiété. Moi, je dirais que c'est quand même une affection Oui, mentale. oui, oui. Euh, sont généralement moins considérés que tout ce qui est physiologique. Bah oui. C'est-à-dire, ouais, si tu as tel ou tel problème, tu as un problème de côlon irritable, par exemple. Prenons cet exemple Qui est merveilleux, terrible. qui est terrible. Si tu as ça, c'est physiologique, donc c'est OK. Ah, ça se passe dans ta tête? OK. T'es juste un peu faiblesse. Ouais, peut-être que tu essaies un Ouais, peu d'attirer l'attention. ouais. Ouais. Peu drama queen, Steph. Ouais, Hein. ouais. Tu écoutes beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. Ouais. Ça, c'est le genre de phrase qui Oh sont là là, vraiment à qu'est-ce qu'elle bannir. s'écoute. Est-ce qu'elle s'écoute, celle-là? Alors, Stéphanie, on se connaît, je sais que tu as un chien, Ringo. Est-ce que Ringo t'aide à faire face à ton anxiété? Ouais, alors comme... je sais pas comment j'ai pu l'oublier. Donc il y a le yoga, les médicaments et le chien. Il m'aide énormément. C'était un projet de couple, hein, comme souvent le chien, qui est devenu au fil du temps mon projet à moi. Et ça a été très dur d'avoir un chien toute seule au début. Et puis, j'ai découvert que,
enfin j'ai découvert, je pense que je le savais, mais à d'autres façons, de prendre soin d'un être doué de sensibilité, ça demande aussi d'être présente. On en avait déjà un peu parlé ensemble, comme tu l'as dit, on se connaît. Mais il y a 1 an, j'ai fait une crise d'angoisse dans le métro en Allemagne et j'étais avec mon chien, j'étais avec Ringo et Ringo a posé sa tête sur ma jambe et tout d'un coup, toutes les vagues mentales que j'étais en train de me faire, les scénarios ont disparu. Ma respiration, euh, bon, au maximum est devenue plus ou moins normale. Et il m'a réancré dans le présent et je me suis rendu compte que il y avait quelqu'un qui avait besoin de moi. Et surtout, maintenant, il sait avant moi quand ces crises arrivent. Et je l'ai pas éduqué pour ça, hein, mais il sait. Parce qu'en fait, quand on stresse, quand on angoisse, on sécrète une sorte d'odeur. C'est pour ça que les chiens, on dit toujours, ils sentent la peur, mais ils sentent pas la peur, ils sentent Cette hormone. cette hormone qu'on Ouais. sécrète, que nous aussi on ressent entre humains. C'est Mm. pour ça que parfois, quand t'es quelqu'un stressé, tu stresses aussi. Ah ouais. Et hier soir, je lisais le manifeste des espèces de Donna Haraway dans mon lit, où elle parle de cette importance du companionship, de la compagnon des hommes et d'autres espèces. Et ça m'a remis voilà, dans cette optique de me dire que en fait, j'avais eu besoin d'un chien toute ma vie. C'est beaucoup de travail, c'est fatigant, mais ce que ça t'apporte, c'est incroyable. Je lui apporte aussi énormément en termes de croquettes, d'amour et de jeu. Ne pas négliger les croquettes. Ne pas négliger les croquettes, mais c'est lui qui me force à sortir. Mm. Parce que, en fait, il doit sortir 4 fois par jour, parce que c'est un petit berger australien, donc il faut qu'il fasse sa vie. Mm. Par contre, il n'y a rien de mieux au monde que de se lever le matin, parce que ton petit chien vient se coller à toi Non. et vient te mettre ses petites pattes sur toi, et vous vous endormez à deux. Et ça change entièrement ma perception de la vie, parce que eh ben, il compte sur moi. Et pas que j'ai besoin que quelqu'un compte sur moi pour vivre, mais en tout cas, c'est une responsabilité que j'ai prise. Et on verra dans 10 ans. Mais en tout cas, je dis toujours, pour d'autres raisons aussi, mais que toute fille, en tout cas, devrait se voir offrir un chien à ses 15 ans, ou le jour de leur puberté, pour être tranquille, et aussi pour être protégée, et pour être protégée. Je me sens vachement protégée, en fait. Ouais. Autant physiquement que mentalement avec lui. Même si, bon, un chien, donc des fois, c'est très relou. Vraiment, j'ai pas peur de la vie, en fait, quand je suis avec mon chien. Ouais. Est-ce que d'avoir un être avec des besoins, qui a besoin de donc ta vigilance, parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal entendu en fait, de devoir s'occuper d'un chien ou parfois d'un enfant. Bon, chacun ses animaux de compagnie. Ça permettait de défocaliser l'attention sur toi et du coup de la focaliser sur quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que... Alors, je dirais pas défocaliser. Non, pardon. Je dirais défocaliser, au contraire, t'as raison, excuse-moi. C'est que tout d'un coup, comme je disais, ça te réancre dans le présent. Ça veut dire que tes extractions qui pouvaient être là, tes intoxications, elles disparaissent. Et t'es plus dans le passé ou pour souffrir ou dans le futur pour angoisser, mais t'es dans un présent où, en fait, tu dois gérer quelque chose tout de suite. Après, je n'ai qu'un chien, je n'ai pas d'enfant. Après, c'est énormément d'énergie. Ouais. Et il faut être prêt aussi à mettre cette énergie là-dedans, notamment dans les jours où on n'a pas envie. Ou dès que ton chien ou ton enfant va faire quelque chose qui te fatigue, t'es désagréable,
Irritable. T'es irritable, après tu t'en veux. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu un people pleaser, même avec mon chien, hein. Donc, T'es un being pleaser. je suis un dog pleaser, a being other significant pleasers. Mais oui, je mets. Je sais pas, il y a des jours où je voudrais ne pas avoir de chien parce que je pourrais prendre l'avion tous les mois pour aller voir des potes, aller faire des trucs. Ce que je ferais pas parce que je prends soin de la planète. Oui. Mais je pense que c'est comme tout. Si j'avais pas mon chien, je ferais pas 10 km par jour, ce qui est bon pour ma santé mentale, plutôt que de rester enfermée à fumer des clopes dans un appartement où j'ai pas le droit de fumer des clopes. C'est vraiment Quel outrage. quel outrage. Mais et en plus, je fume pas tellement que ça. Mais voilà, je pense que pour ma santé mentale, c'est mieux que j'ai un chien que je préfère vivre ces jours où parfois vraiment j'en peux plus et que je voudrais être seule. Mais de savoir que des jours incroyables existent. Je veux dire, quand on va à la plage, par exemple, quel bonheur. Ou quand on va dans la forêt, quel bonheur. Trop bien. Plein de choses que je ne ferais pas sans mon chien et ça a été ouais, une vraie béquille. C'était dur. Mais ça t'ancre dans le présent. Oui. Mais c'est dur. Mais ça t'ancre dans le présent. Mais c'est dur. Mais alors, à part avoir un chien, c'est vraiment un. Je ne pensais pas que. Parce que j'ai eu que des chats toute ma vie, je ne pensais pas que ce serait une telle responsabilité. Il y a des tas. Et en même temps, mais ça, on en a déjà parlé. En même temps, quel bonheur de pouvoir utiliser ton chien parce que tu dois rentrer. Et de devoir dire à 2 heures du matin à une soirée où en fait tu t'amuses mais pas trop, je suis désolée, je vais devoir y aller. Tout le monde dit, mais non, elle te dit, oh, non, mais il y a mon chien, il y a Ringo qui est tout seul et tout le monde dit, ah bah oui, non, mais rentre. Je dis, bah oui, bah je rentre. Il est bon dos, le petit Ringo. Il a bon dos. Mais ça aussi, mais en fait, pour les anxieux, c'est un Ouais. très bon alibi. Il y a, de toute façon, je pense que je sais pas si on a besoin d'un animal domestique pour avoir des excuses Non, pour non. partir. Il y a vraiment, tu peux dire n'importe quoi. De toute façon, tu trouveras une excuse parce Ouais, que c'est vital. Il faut sortir de cet endroit. Bon, ça fait un petit moment qu'on discute. Je pense que ça on a fait trop de vraiment. temps, pardon. Non, ça fait pas trop de temps du tout. J'aimerais que ça dure des heures. Et je pense que peut-être qu'on aura l'occasion de faire un deuxième épisode avec toi parce que je pense qu'on a plein de Spécialement. choses. Mais non, mais il y a tellement de sujets dans lesquels Ouais, ça a un sens de parler de l'anxiété. Et puis je pense qu'on a plein d'expériences et on apprend aussi un peu à se connaître ouais. sous ce jour-là, qu'on ne se connaît pas l'un et l'autre. Donc il y a forcément énormément de discussions qu'on peut avoir. En tout cas, merci. Bah non, de Coucou, rien. est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter Euh, avant qu'on rende l'antenne? alors, juste pour les gens qui ont le privilège de parler anglais, il y a ce livre qui est incroyable, qui s'appelle How to be Alone de Lane Moore, qui m'a vachement aidée ces derniers mois et qui parle un peu du sabotage, ce qu'on fait aussi parfois quand on est anxieux. On préfère parfois couper les ponts plutôt que devoir dire aux gens non mais en fait c'est juste que là j'ai besoin d'un peu d'espace et à la place on dit moi je lui parlerai plus jamais. Donc le sabotage amical et aussi relationnel et que ça parle beaucoup de comment vivre avec une famille un peu distordue et de la romantisation affective. Et ça m'a vachement aidée. Et donc voilà. Donc c'est How to be Alone de Lane Moore qui est très drôle comme livre. Et j'espère qu'un jour il sera traduit. Il est aussi en audiobook si vous êtes trop anxieux pour lire parce qu'il y a ça aussi. Quand on est anxieux, on a du mal à se concentrer. Donc on finit par regarder des séries, ce qui est très bien quand c'est de très bonnes séries. Quand c'est des bonnes et mais surtout de très mauvaises séries, ça peut devenir un peu entêtant. Mhm. Et lire est très compliqué quand on est anxieux. Et donc j'ai découvert aussi, quand j'étais très anxieuse, les audiobooks que j'avais toujours regardés avec énormément de mépris en disant ouh, tu n'existes Ce pas n'est tes pas ma yeux. littérature. Oui, Et en et français en plus. oh, c'est terrible, je déteste les voix en français. Non, non, mais j'ai découvert les audiobooks dont j'étais incroyablement snob. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, quand tu es anxieux et que tu adores la littérature et que tu ne peux plus lire, c'est terrible. Donc, si vous parlez anglais et que vous ne pouvez pas lire parce que vous êtes un peu beaucoup anxieux en ce moment, How to be Alone de Lane Moore. Et,
est très drôle. Ça fait du bien aussi d'entendre d'autres gens anxieux et rigolos. C'est tout. Parfait. Moi, j'ajouterai Merci. ça dans la description. Merci à toi, Stéphanie, pour ton témoignage. Là, on se serre la main. Ouais, handshake. Oh, petit aparté de ce qui m'est arrivé en tant qu'anxieux, parce que parfois c'est rigolo quand même. Donc tout à l'heure, j'ai quelqu'un de notre agence immobilière qui est venu arranger Internet. Et en partant, je l'ai accompagné jusqu'à la porte et on était assez proches. Et je ne sais pas dire au revoir aux gens. Surtout aux gens que je connais, mais que je connais pas trop. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, mais c'est de l'agent immobilière. Donc Mhm. je lui fais des blagues, il trouve que je suis rigolote et je trouve qu'il est rigolo, mais on n'est pas potes. Et en fait, il a ouvert la porte et il s'est retourné et il a levé la main pour dire au revoir. Et je n'ai pas compris. Et en fait, j'ai paniqué en tant qu'anxieuse et je lui ai fait un high five. Et là, je me suis dit, et j'y ai pensé en me disant, et après j'ai dit, ah, au revoir, et j'ai fermé la porte. Après, je me disais, il doit être derrière la porte en se disant, mais putain, mais elle est complètement zinzin. J'adore cette j'étais- scène parce que Mais t'es d'accord que ça Ben oui, arrive? bien sûr que ça arrive. Parfois, ça arrive même avec des potes, mais le Mais pire, oui, c'est quand ça t'arrive avec des gens que tu connais vite fait, ou alors pire, des gens avec qui tu aimerais, je sais pas, que ce soit dans le boulot, ou même affectivement, ou autre, à tisser un oh. lien un petit peu plus fort, et t'as ce truc pourri de, je sais pas ce qu'il veut, est-ce qu'il veut qu'on se serre la main, est-ce qu'il veut qu'on se check, est-ce qu'il... Ouais, Et ouais, là, je... plus, il avait sa main toute droite parce qu'il me disait juste au revoir. Et moi, j'ai fait pop. Et j'ai ressenti euh, pendant genre 3 minutes le contact de sa main sur ma main quand il était parti en me disant, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que t'as fait, Steph? Ouais. Et voilà. Mais c'est Mm. pas grave, mais c'est juste, tu sais, ces petits C'est, trucs au moment où tu te dis, mince, vraiment. c'est rien de grave, mais dans 10 ans, tu y repenses sous Mais la lui, douche, lui, il a oublié. c'est sûr. Et moi, je me dis, mais putain, mais il va le dire à tout le monde. Eh, je suis allée Encore une fois, il va dire à tout le monde, elle m'a fait un high five, alors qu'il a oublié. Mais nous, on n'endormira pas. Ouais. Peut-être que lui, c'est un anxieux et qui va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Est-ce qu'il faut que je fasse des high five à tout le monde maintenant, à tous mes clients? Est-ce que c'est ce qu'attendent les clients d'un fournisseur d'accès à Internet? Enfin bon, voilà. Hmm. Tu pourras couper, mais c'était pour toi, J'adore pour cette... raconter ce je truc fais... de dire, mais parce que parfois, voilà, ça a aussi des côtés qui fait que ça. Être anxieux, ça m'empêche aussi parfois d'avoir des filtres. Tout d'un coup, mon anxiété prend le dessus et mes filtres sociaux disparaissent. Du genre, tu vois, genre, wow, ok. Et, C'est exactement ça. et donc voilà, c'est aussi ça nous met. C'est pour ça, comme je disais au début du podcast, que je préfère être anxieuse et qui je suis plutôt que. Ouais. Parce que ça amène aussi beaucoup de situations rigolotes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous vivez un trouble anxieux ou si vous êtes professionnel de santé et que vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email qui se trouve dans la description. À bientôt!